Bonjour. Vous êtes Bonjour. député La France Insoumise de Paris. À quoi peuvent servir, d'après vous, ces consultations menées par Elisabeth Borne à partir de cet après-midi, puis ça va se continuer dans les prochains jours, avec consultation des différents chefs de groupes parlementaires, dont La France Insoumise? Écoutez, nous sommes bien sûr satisfaits d'être consultés. Et pour nous, ça doit être l'occasion à nouveau de bien expliquer à la Première ministre que nous souhaitons et nous exigeons que le respect du cadre démocratique et qu'elle se soumette bien au vote de confiance du Parlement. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler sur quel mandat nous sommes élus. Nous avons été élus pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour incarner à la fois cette force d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron et en même temps force de proposition, c'est-à-dire incarner une alternative qui puisse tourner la page à ce néolibéralisme qui a à ce point-là provoqué de la maltraitance sociale et l'inaction climatique. Et alors comment on s'entend en faveur des Français sur des textes comme, par exemple, le premier d'entre eux, celui portant sur le pouvoir d'achat avec toute une série de mesures? Alors, si un certain nombre d'éléments commencent à sortir sur ce texte, le texte n'est pas encore transmis, et puis il y aura donc aussi tout un débat avec des amendements. D'abord, nous proposons une autre proposition de loi alternative sur la question du pouvoir d'achat, parce que nous voyons bien à travers les premières mesures que ce qui se prétend répondre à la question du pouvoir d'achat, finalement, va encore aggraver ce pouvoir d'achat. Je vous donne un exemple. Quand vous avez Monsieur le maire qui annonce ce matin qu'il ne va pas augmenter, qu'il va cantonner la hausse des loyers à 3,5% et qu'il y aura d'autres aides mises en place sur la question des APL, on se rend compte que pour tout un tas de locataires de ce pays, ils vont perdre du pouvoir d'achat. Donc ça ne va pas du tout dans le sens de la réduction du pouvoir d'achat. Je peux vous donner des chiffres, par exemple. Lorsque vous avez une hausse des loyers de 3,5%, ça représente en moyenne 300 € de hausse par an, en moyenne. Sur Paris, c'est bien plus important, c'est même 700 €, d'accord? Parce qu'on a un problème de spéculation à Paris qui est très important. C'est pour ça que, au niveau de la NUP, nous demandons un encadrement à la baisse des loyers. Et on demande aussi la création de polices municipales pour contrôler ce respect-là. Parce que l'expérimentation de l'encadrement des loyers à Paris a montré qu'il y avait plus de 25% des propriétaires qui ne le respectaient pas, qui faisaient de la délinquance financière. Bon. Mais finalement, si vous vous retrouvez avec une augmentation au niveau de vos loyers, même avec les hausses des APL, vous pouvez vous retrouver finalement avec des moyens financiers en moins. Parce que l'un et l'autre ne se compensent pas. Donc le moins pire ne vous convainc pas, finalement? C'est-à-dire que, grosso modo, non seulement c'est une situation pire qu'aujourd'hui. Alors après, on peut nous dire, ah oui, mais le gouvernement aurait pu faire encore pire. Je veux dire, soyons raisonnables. Nous disons que sur la question du pouvoir d'achat, il y a d'autres mesures bien plus conséquentes à prendre en compte. L'augmentation du SMIC à 1 500 €. L'indexion des salaires sur l'inflation. L'encadrement à la baisse des loyers. Le blocage des prix des produits de première nécessité. Et vous savez, pendant ce temps, il y a un scandale qui doit cesser. Regardez combien Total se gave pendant que le gouvernement ne veut pas assumer de prendre la mesure qui serait juste, qui est de revenir au prix du litre d'essence. Bruno Le Maire rencontre le patron de Total, justement. Oui, mais enfin, il leur demande de tout cela. Mais on n'a pas à solliciter, on a imposé qu'ils arrêtent de se gaver sur le dos des Françaises et des Français. Donc les mesures que vous avez annoncées, je ne sais pas si vous les avez chiffrées, Dania Simonet. En tout cas, Bruno Le Maire, lui, s'est exprimé ce matin sur l'antenne de BFM TV et AMC pour parler finances publiques. On l'écoute. Je sais que la dette a encore augmenté de 90 milliards au premier trimestre. On est à 2 900 milliards d'euros. Oui, mais c'est pas le montant brut des 2 900 milliards qui me préoccupe. Pourquoi est-ce que je parle de code d'alerte? Tout simplement parce que les conditions de financement ont changé. Que nous pouvions emprunter à 0%, voire à des taux négatifs, et qu'aujourd'hui, nous empruntons à plus de 2%. Parce qu'une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente aussi de plusieurs milliards d'euros. Et que ma responsabilité de ministre des Finances, et je souhaite que chacun l'entende, c'est de revenir à des finances publiques équilibrées d'ici 2027. Anne-Sora Dubois, qu'on comprenne bien cette cote d'alerte qui a été atteinte, dépassée. On a l'impression que Bruno Le Maire tient un tout autre discours d'avant les élections.
Oui, c'est un tout autre discours d'avant les élections, mais c'est aussi parce que effectivement la période du quoi qu'il en coûte est terminée et que elle était déjà terminée aussi. Bien sûr, elle était déjà terminée, mais on le disait un peu moins avant les élections, en effet, parce que c'était un message politique qui était bien moins stratégique en vue d'une élection qui visait à remporter la majorité. Bruno Le Maire a aussi fait de la politique avant les élections et il en fait aussi aujourd'hui parce qu'il envoie d'une certaine façon un signal à certaines oppositions qui sont elles très attentives au fait que les finances publiques soient saines et que la dette ne soit pas aggravée, notamment ceux qui sont très attentifs aussi à ce qu'on respecte un certain nombre de préceptes qui viennent de l'Union européenne, puisqu'on est en train un peu d'exploser les compteurs en termes de chiffres de dette. C'est un signal aussi envoyé d'une certaine façon à la droite, en lui disant on fait attention aussi aux finances de la France, une gestion en bon père de famille, on ne laisse pas le déficit filer comme ça. Donc là encore, c'est de la politique. Le signal, cette fois-ci, n'est pas envoyé aux Français, mais bien à des potentiels alliés. Daniel Simonet, il semble que cet avertissement de la cote d'alerte de Bruno Le Maire, il vous soit adressé, notamment oui, à vous, la France Insoumise. Moi, je répondrai avec deux éléments. D'abord, la politique du gouvernement pendant le quinquennat a aggravé le déficit quand ils ont supprimé l'impôt sur la fortune, quand ils ont fait une fiscalité très avantageuse pour les actionnaires et qu'ils ont finalement donné des aides publiques à des grosses entreprises du CAC 40 qui ont exposé leurs profits. Je reprends ce chiffre. D'après le rapport Oxfam, la fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards d'euros pendant la crise sanitaire, en grande partie grâce aux aides publiques. Donc là, il est temps d'inverser cette logique de redistribution des richesses, où finalement c'est l'argent public qui file dans les mains des plus grands actionnaires de ce pays. Bon. Ensuite, deuxième chose, on sait que le gouvernement veut s'engager et s'est engagé déjà auprès de l'Union européenne à respecter la règle des 3% de déficit public. Et donc il s'annonce à mettre en place une politique d'austérité qui va être terrible, de saigner. Et moi, je vous le dis, ce qui va nous coûter très cher cet été, c'est de laisser l'hôpital public se dégrader alors qu'il est déjà dans un effondrement total. Ça va nous coûter des vies. Or, la question de l'hôpital meurt déjà dans les urgences. Or, la question de l'hôpital, est-ce qu'il ne faut pas quand même aussi préparer pour les générations futures le fait qu'elles n'aient pas à un moment une explosion de leurs impôts en raison d'une dette qui aurait vraiment, pour les générations futures, c'est pour elles aussi qu'on laisse une dette. Mais en fait, organiser la redistribution des richesses autrement, nous proposons de mettre en place 15 tranches d'impôts sur le revenu, ce qui permettrait à toutes celles et ceux qui ont moins de 4 000 euros par mois de revenus de payer moins d'impôts et d'augmenter la fiscalité pour les revenus les plus élevés et notamment les revenus du capital, les revenus des dividendes de la bourse. Il y a suffisamment de richesses dans ce pays pour organiser les choses autrement. Sauf que les libéraux veulent nier cette réalité-là. Et par contre, par leur politique de baisse systématique des dépenses publiques, ils mettent nos services publics en effondrement. Donc l'hôpital public, c'est une catastrophe au niveau des urgences. Il y a des morts à craindre cet été. L'école, on n'arrive plus à recruter des enseignants parce qu'on a un déficit d'attractivité de la profession du fait de la mauvaise rémunération. Il y a eu des annonces d'ailleurs. Mais totalement insatisfaisantes. Enfin, je veux dire, et même les annonces du ministre de l'Éducation qui laissent entendre que maintenant, quand vous êtes dans l'éducation nationale, vous n'avez plus le droit à avoir un congé maladie, puisqu'on vous demande de rattraper vos heures lorsque vous êtes en arrêt maladie. Enfin, où allons-nous? C'est gravissime. Nous avons au contraire les moyens de redistribuer les richesses pour défendre notre service public. Parce que sinon, c'est le privé qui en profite et c'est l'intérêt général pour toutes et tous qui est sacrifié. Merci Daniel Simonet d'avoir accepté l'invitation de BFM TV. C'est après